aujourd'hui, on peut se dire, est-ce que véritablement la solution c'est de passer en bio? Parce que ça aussi, on l'entend souvent, faire de la bio c'est bien, mais finalement ça ne change rien. À la qualité de ressources. Alors, je vais poser la question à Mme Bernier, qui fait des études sur le sujet, hein, et qui va un petit peu nous expliquer. Donc si j'ai tout bien compris, Madame Bernier, donc je rappelle, vous travaillez à l'IRSTEA, hein, c'est bien cela, et donc vous faites des modèles, vous modélisez l'impact des pratiques sur la qualité des ressources. C'est bien cela. Ça, plus ou moins, on cherche plutôt... Alors, Monsieur Rimou, oui, il a coupé son micro, voilà. Je passe la parole. Oui, donc je travaille effectivement à l'IRSTEA, qui est un même statut que l'INRA, hein, mais qui est tout petit, un petit EPST de 1500 personnes. Et c'est de la recherche finalisée, c'est-à-dire qu'on cherche à développer des méthodes et outils pour l'action publique. Alors effectivement, nous, nos travaux, c'est d'essayer d'évaluer des scénarios d'évolution de l'agriculture sur des territoires à enjeux hauts. Hein. Moi, j'ai des collègues qui travaillent sur d'autres enjeux, comme la biodiversité, par exemple, mais donc moi, je me concentre sur l'enjeu haut, et de voir effectivement quel peut être l'impact de ces évolutions au plan environnemental et aussi au plan économique. Donc, c'est un petit peu l'objectif de la petite courte présentation que je voulais faire sur comment on voit, nous, une méthode pour essayer d'aider les décideurs publics, les gestionnaires sur un territoire, à décider vers quel type d'évolution de l'agriculture il faudrait aller pour à la fois améliorer la qualité de la ressource, mais aussi aller vers des systèmes qui soient économiquement viables pour les agriculteurs. Sachant que tout ce qu'on peut constater à partir des expériences passées, c'est que si on met en œuvre des solutions qui ne sont pas viables aussi économiquement, ben malheureusement, elles se développent pas. Ça se met pas en place. Voilà. Tout à fait. Donc, alors, dites-nous en plus. Alors, je ne sais pas si... Ah, vous voulez que je... Mais je peux le faire, il paraît. Bon, alors, je sais pas. Alors, voilà. Donc ça, c'était... donc les travaux qu'on mène actuellement, on a fait une première version d'une méthode pour essayer d'évaluer de manière intégrée ces scénarios d'évolution, avec une partie très recherche qui a été financée par le MED. Et donc là, c'est les résultats que je vais vous présenter. Et un projet qui est en cours, financé par l'Agence de l'eau Adour-Garonne, dans un contexte plus opérationnel, d'une aide à un programme d'action sur une AAC Grenelle, un captage superficiel. Voilà, donc là, simplement le constat, donc plusieurs personnes en ont déjà parlé. Là, vous voyez deux cartes, excusez-moi, avec à gauche la situation donc, par rapport au seuil de production d'eau potable. Donc, ce qui est bleu, c'est de l'eau qui peut être utilisée sans traitement. Ce qui est vert, c'est une eau qui peut être utilisée après traitement pour l'eau potable. Donc, quand vous dites après traitement, c'est une usine de dénitrification. Voilà, par exemple. Et puis, ce qui est rouge, c'est effectivement déjà avec des gros problèmes. Quoi, ouais. Voilà. Alors, la carte de droite... Alors, si je puis me permettre, ça pose une première question, cette carte à gauche, là, parce que si on est un tout petit peu hydrogéologue, on se dit, c'est bizarre que ce soit finalement à l'amont qu'on ait plus de soucis. Et moins à l'aval. Alors ça dépend effectivement du contexte très local de où se trouve le captage. Donc la partie droite pour les hydrogéologues, elle montre c'est aussi préoccupant puisque là c'est effectivement le nombre de molécules et les concentrations retrouvées dans les eaux souterraines. Ça c'est l'agence de l'eau qui produit ces cartes. Et donc là, ça montre que, alors pour la partie pesticides, mais je pense que pour la partie nitrate, on pourrait aussi voir qu'il y a également des soucis. Pour la partie pesticides, on voit qu'effectivement les nappes sont bien contaminées. Donc si on voit la diapo suivante, on peut voir que ces eaux sont contaminées par des molécules, donc à la fois les eaux superficielles avec plus de 50% des stations et à la fois les eaux souterraines avec trois quarts des nappes libres et avec des molécules dont certaines sont interdites depuis déjà plusieurs années. Voilà. Donc ça montre qu'il y a aussi une inertie du milieu et que si même actuellement, là tout de suite, on a arrêté d'utiliser des produits phytosanitaires, pour autant le problème de la qualité de la ressource superficielle et encore plus souterraine parce que l'inertie est plus importante, eh bien, resterait problématique pour encore plusieurs années. Et encore, on ne trouve que ce qu'on cherche. Parce qu'il y a des molécules.
Alors le on a problème, remplacé par exemple la effectivement, c'est trazine qu'on par quelque chose remplace, d'autre. on remplace, c'est un petit peu comme la course pour les, C'est ça, pour le entre dopage. les dopages. Donc voilà, on a des substances et puis elles sont interdites, donc il y en a d'autres qui apparaissent. Donc il faut mettre au point des méthodes de mesure parce que c'est quelquefois compliqué. Les nouvelles molécules sont aussi utilisées à des grammages beaucoup plus faibles, donc avec beaucoup de difficultés à les mettre, à les identifier. Voilà, et puis donc c'est effectivement un petit peu une course en avant. Et puis en même temps, il y a un problème de coût, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que des molécules deviennent moins chères, entre guillemets, comme par exemple le glyphosate, elles sont utilisées de manière très massive, que ce soit par l'agriculture aussi par les particuliers, et de fait on va les retrouver massivement dans les eaux, d'un point le glyphosate figure. Et alors il y a la partie, je dirais, émergée de l'iceberg, c'est les molécules mères, et puis il y a toutes les molécules qui sont issues des molécules mères qui se dégradent dans le milieu, et donc ils sont aussi très difficiles à détecter, quelquefois moins détectables. Et par exemple pour l'atrazine, donc on voit l'atrazine des éthines, là c'est effectivement la molécule de décomposition de l'atrazine qui est molécule mère, et on voit qu'elle est retrouvée en beaucoup plus, de manière beaucoup plus importante. Bon, si vous n'étiez pas convaincu, clairement, voilà, il y a un problème. Il y a un problème, manifestement. Alors là, je me suis concentrée sur les pesticides parce que il y a également un souci en termes d'azote. Alors, donc le programme qu'on mène actuellement avec l'Agence de l'eau, il se trouve en Poitou-Charentes, dans une zone d'influence de captage Grenelle qui se trouve au nord-est au nord-ouest de la limite en noir, et donc qui sont les captages de Collonges et Saint-Hippolyte, et donc avec un territoire d'influence qui est assez important, qui peut aller jusqu'à 250 000 hectares d'agriculture. Et dans ce territoire, c'est la petite carte là qui est incrustée, on voit qu'en fait il y a très peu d'agriculture biologique, c'est quelques pourcents, donc ça peut monter localement à 8, voire même 15% sur des petites zones. Mais on voit que finalement il y a très peu d'agriculture. Alors c'est très petit, mais en gros le violet, c'est là. Alors on voit, là c'est petit, mais on voit tout ce qui est un peu violet, là ça va être les vignes. Ouais. Et puis après, il y a beaucoup de grandes cultures et de céréales. Donc c'est ce territoire de Charente, donc il y a à la fois un problème de quantité et de qualité de la ressource. Quantité parce qu'il y a eu le développement de beaucoup de cultures irriguées, y compris dans des zones où on n'avait pas vraiment besoin, donc avec un problème notamment en été, de quantité d'eau, avec l'irrigation qui en puise beaucoup, et puis en qualité, donc on parlait tout à l'heure de la DCE, près de la moitié des masses d'eau ont été identifiées, soit pour l'azote, soit pour les pesticides, comme risquant de ne pas atteindre le bon état en 2015. Je crois qu'il faut aller vite. Oui, alors ce qu'on essaie de faire, donc les politiques publiques, c'est... Et donc c'est là que nous, c'est de travailler sur des mesures agri-environnementales, mais elles sont surtout en direction de l'agriculture traditionnelle. Et puis même, si on voit la carte en haut à gauche, elles sont elles-mêmes assez éparses, hein, cette petite surface dans ce grand territoire. Donc nous, on a travaillé sur le bassin du Nez, là, dans le cadre du projet pesticides, c'est celui que vous voyez en vert. Au sud, là, en vert, là. Voilà, donc sur ce territoire-là. Et puis on voit que les surfaces contractualisées sur lesquelles les agriculteurs s'engagent à faire des mesures, et ben restent effectivement un taux de surface contractualisée qui est très faible. Et là, on parle bien de mesures agro-environnementales. On parle bien de mesures agro-environnementales. Donc on ne parle pas de bio. Hein. Donc après, nous, dans ce territoire-là, on a mis en place une démarche de modélisation intégrée avec l'idée de tester, donc on l'a fait complètement sur ce bassin du Nez, des scénarios d'évolution de l'agriculture avec une partie de la surface qui serait touchée par des mesures agro-environnementales. Donc ça, c'est par exemple limiter les traitements, allonger les rotations, mettre des bandes enherbées. Ça peut être aussi pour une partie de la conversion à l'agriculture biologique. Donc on a testé des scénarios comme ça, notamment pour la vigne. Et puis ensuite, donc, essayer de spatialiser ces scénarios, c'est-à-dire de faire une modélisation de l'agriculture avec les principales cultures présentes. On ne peut pas aller jusqu'au cassis, noisetier, etc. Donc c'est pas toujours compliqué. Et puis de faire marcher ensemble sur des mêmes données de départ. Ça c'est important puisque je crois que les décideurs publics, ils n'ont pas à disposition souvent les données qu'il leur faut, simplement ne serait-ce que l'occupation du sol agricole, où sont les systèmes, quelles sont les pratiques qu'on peut mettre derrière ces systèmes-là.
Et donc avec à la fois des indicateurs qui sont mobilisés actuellement dans les programmes d'action agro-environnementaux, un modèle agrohydrologique qui permet de dire bon, c'est pas seulement diminuer la pression phytosanitaire, mais qu'est-ce qu'on retrouverait dans les cours d'eau si on faisait cette hypothèse-là. Et puis un troisième outil qui est un modèle économique qui permet de dire si on met en place ce scénario de mesure, combien ça va coûter aux agriculteurs. Voilà, donc ces trois outils. Donc à partir d'une première démarche, c'est d'essayer de modéliser l'agriculture, où sont les systèmes, quelles sont les successions culturales qui sont pratiquées et quels sont les itinéraires techniques qui sont derrière. Alors actuellement, la plupart des scénarios que l'on teste, c'est de l'agriculture traditionnelle qui change ses pratiques, mais nous on voudrait aller de plus en plus... Ce que vous appelez, si je puis me permettre, l'agriculture traditionnelle, c'est la conventionnelle. C'est la conventionnelle. Donc, voilà. l'agriculture conventionnelle, c'est-à-dire les 98%. Alors il faudrait peut-être, je vous fais une suggestion pour ce matin, il faudrait peut-être qu'on change nos éléments de langage. Voilà, parce que finalement on se dit l'agriculture traditionnelle c'est mettre des pesticides, des intrants, oui, et on se dit on va convertir notre agriculture traditionnelle pour repasser en bio. Je vous fais juste cette remarque. On est tous petits-fils, on a tous un arrière-grand-père, un grand-père agriculteur. Je crois que l'agriculture traditionnelle c'était plutôt l'agriculture entre guillemets bio ou assimilée. Et on est en train d'expliquer que finalement la traditionnelle c'est devenu l'agriculture intensive. Donc vous voulez réagir? Oui, parce que non seulement elle est pas traditionnelle, mais elle n'est même pas conventionnelle, elle est simplement artificielle. Non mais voilà. Non mais vous voyez, je pense très honnêtement, c'est une remarque, je me tourne vers la FNAP peut-être, mais il y a aussi dans les éléments de langage peut-être des choses à faire évoluer, parce qu'encore une fois, nous-mêmes, quand on est convaincu de la nécessité de passer des surfaces en bio, on se met dans une position où on se dit, en gros, on oppose quelque part une agriculture dite conventionnelle, et on se dit qu'il faut se convertir, alors que c'est quand même plutôt dans l'autre sens que ça s'est passé à mon sens. Enfin voilà, c'était juste une remarque, je vous recède la parole. En même temps, c'est la réalité qu'actuellement, l'énorme majorité des surfaces agricoles, c'est effectivement utilisent des azotes, de l'azote, des fertilisants minéraux, des pesticides. Donc ça, c'est clair. Donc on a identifié, nous d'ailleurs, 10 molécules qui sont les plus utilisées. Donc on a effectivement décrit les pratiques et on les a spatialisées parce que notre démarche, elle est effectivement spatiale en disant quand on veut mettre en œuvre des actions, on n'est pas obligé de faire la même chose partout. Il y a des zones qui vont être plus sensibles, il y a des zones sur lesquelles il faut peut-être beaucoup plus développer le bio que sur d'autres zones par exemple. Et puis il faut aussi, comme vous aviez dit, un contexte, c'est-à-dire pour développer des filières bio par exemple, il faut un contexte quand même autour qui permette de le faire. Pour structurer une filière. Voilà. Donc en clair, si on essaie de résumer un peu votre propos, c'est la le scénario suivant. Donc le scénario suivant, c'est le type de scénario que l'on teste. Donc déjà, on essaie d'identifier un scénario de référence qui va essayer de modéliser la situation actuelle, donc avec peu de bio et beaucoup de pas bio. Voilà. Et ensuite de faire des évolutions. Alors par exemple, on a testé là un scénario S2 qui était un scénario déjà très optimiste, avec l'idée que sur l'ensemble de la zone que l'on étudiait, là, ce bassin du Nez, tous les agriculteurs, ceux qui sont productivistes, on va dire, comme ça, ne pas vous choquer, se mettent à faire des mesures agro-environnementales, c'est-à-dire à limiter les traitements phyto pour préserver, disons que par exemple, ils vont essayer de se limiter à un IFT qui soit herbicide, avec moins d'herbicides apportés, par exemple de l'enherbement dans les vignes, un certain nombre de mesures, des bandes enherbées. Et puis un autre scénario où on avait dit, en fait, si en plus on faisait une conversion, donc là on a mis 20%, donc c'était déjà pas mal, si 20% de la vigne passait en bio sur ce territoire-là, c'est un territoire qui est viticole. Donc ça c'est les S3A, c'est ça ? Ça c'est les S3 et les S3B. Donc dans un cas de figure, on laissait... donc il y avait 80% de la vigne qui restait en agriculture conventionnelle et toutes les grandes cultures également. Et puis dans le deuxième scénario, là par contre on passait toutes les grandes cultures et le reste faisait aussi des mesures environnementales. Alors qu'est-ce que ça donne tout ça ? La diapo suivante, donc ça donne, on essaye donc de voir que
On réduit déjà beaucoup la pression en phytosanitaire, donc en azote également. Hein, on le voit alors là, c'est agrégé à l'ensemble du bassin versant, hein, donc c'est calculé sur chaque petit îlot agricole, mais ensuite agrégé. Et on voit que là, on diminue donc quasiment de moitié donc la pression en herbicides et en hors herbicides. Et puis, bon, par contre, on voit que le scénario où le moins efficace, c'est celui où, par contre, la vigne conventionnelle, enfin traditionnelle, où la vigne productiviste, elle ne fait pas d'effort. Donc là, on continue à avoir effectivement pas mal de pression. Et si on passe à la diapo suivante, donc là, ça illustre la situation, les deux diapos du haut, c'est le scénario de référence. Donc ça, c'est si on continue à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Ça, c'est si on continue à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on voit que sur l'IFT, donc herbicide à gauche, c'est les pressions en matière phyto-herbicide, et à droite, tout ce qui est insecticide, fongicide. On voit donc notre scénario mixte, donc là où on met de la vigne bio, c'est lui qui va le plus améliorer la situation en termes de pression. Et ça se vérifie aussi. Donc là, comme j'ai pas beaucoup de temps, j'ai montré que la diminution de la pression, mais ça se vérifie aussi avec le modèle agrohydrologique sur les concentrations de molécules dans les cours d'eau, c'est-à-dire que c'est également le scénario le plus efficace. Et puis c'est également le plus coût efficace, c'est un des plus coûts efficaces, c'est-à-dire que ça montre que c'est aussi quelque chose qui économiquement n'est pas vraiment très pénalisant pour les agriculteurs. Et donc là, si on le compare par exemple à celui du bas, où là on dit tout le monde fait de l'agro-environnemental, mais on passe pas en bio, on voit que là l'efficacité est moindre. Et ça se vérifie aussi pour les deux autres volets, à la fois dans les cours d'eau, les concentrations dans les cours d'eau, et l'aspect économique. Donc en clair, si on essaie de résumer un peu le propos, on part d'un constat qui est, voilà, si on maintient un scénario au fil de l'eau avec une agriculture productiviste, on va dire ça comme ça, on voit que ça s'affiche en rouge. Et si on fait un certain nombre d'efforts, et vous voyez, j'attire votre attention, on ne passe que 20% des vignes en bio, hein, pas 80%, enfin, on reste 80% en conventionnel. On a déjà une baisse significative, hein, on a déjà un résultat, et ça c'est au bout de combien de temps? Alors là sur les résultats qu'on a, donc là sur la pression c'est calculé en fait sur 6 ans, c'est-à-dire que c'est pour que toutes les rotations culturales pour les grandes cultures soient effectuées. Et pour le modèle agrohydrologique, en fait on part d'une situation et on fait tourner le modèle sur une durée de 20 années avec les successions culturales. Ça c'est pour éliminer la variabilité interannuelle climatique et aussi initier les stocks dans le sol. Donc ça, et ensuite on calcule le résultat, c'est une moyenne sur les dernières années. Voilà. D'accord. Donc en clair, passer en bio c'est utile, et ça fonctionne, et on obtient des résultats chiffrés, significatifs, alors là, en termes de qualité de la ressource en voilà. Donc là c'était vraiment le programme de recherche pour le MED. Dans le projet actuel avec l'Agence de l'eau, l'idée est de développer des scénarios vraiment ciblés sur le développement du bio, de manière plus locale sur les sous-bassins, et à la fois en vigne et en grande culture, ce qu'on n'avait pas fait là dans ce projet-là, avec des scénarios qui testent vraiment derrière, des itinéraires techniques bio et les coûts. Donc pour chaque itinéraire technique qu'on inclut dans le modèle, on a les coûts, à combien ça revient à l'agriculteur, et ensuite à combien revient le changement qui est... D'accord. Voilà. Bon, alors on n'a pas le temps de rentrer dans tous ces détails-là ce matin, mais bien sûr Mme Bernier pourra répondre à toutes vos questions, hein, mais moi je crois que c'est un élément extrêmement important, c'est-à-dire aujourd'hui on entend trop souvent encore des gens qui pensent que oui, passer en bio ça n'a pas forcément énormément d'intérêt parce que ça ne changera rien, parce que c'est long, parce que le processus avant que la qualité de l'eau s'améliore. Là, c'est pas, voilà, ce type d'étude démontre le contraire, et encore, j'insiste là-dessus, on ne passe que 20% des vignes en bio. C'est pas la révolution non plus. Monsieur Riou, allez-y. Je voudrais juste vous dire que, en plus, ça corrobore une autre étude de votre consoeur et confrère Joseph Garnier et Gilles Vilaine du CNRS, qui travaille avec Pyrénées, c'est-à-dire l'agence de l'eau Seine-Normandie, et qui conclut exactement les mêmes résultats. C'est-à-dire que seul à 30 ans, l'agriculture biologique permet la reconquête de la qualité de la ressource. Et oui.